Bien, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver puisque ça va faire 3 ans que nous ne sommes pas venus à ce fameux salon qui s'appelait le CECA, puisque la FRC l'avait créé en 98, ça ne nous rajeunit pas. Bienvenue au salon Stratégie Client. Je salue les membres de la FRC, les non-membres de la FRC, Thierry Spencer, qui organise chaque année les conférences passionnantes. On sent que c'est un salon qui est en train de prendre de l'ampleur, parce qu'il y a beaucoup plus de stands qu'il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans, hein, 2020, 2021, on ne s'est pas vu. Bien, on est ravis de se retrouver en vrai, sans masque. On reconnaît les visages. Et pour cette plénière d'ouverture du salon Stratégie Client, je vais tout de suite vous présenter Karine Olivier. Donc Karine est au milieu. Karine Olivier, directrice générale pôle service aux particuliers chez Nexity, le groupe Nexity, et surtout lauréate de la Palme de l'engagement collaborateur 2021. On reçoit chaque année, vous le savez, les lauréats. Également à ses côtés, Anne-Marie Kina, qui est sur ma gauche, directrice expérience client. Alors le groupe s'appelait Identicar, aujourd'hui il s'appelle Roule, elle nous en parlera. Et Identicar Roule était lauréat de la Palme de la transformation par l'expérience client. Et puis notre troisième invitée, c'est Mélanie Denis, directrice relations clients et marketing client chez Cdiscount. Et Cdiscount a remporté la Palme de l'expérience client 2021. Voilà, 3 femmes, vous voyez, nous on est dans la parité, mais dans l'autre sens. Alors, avant de commencer, permettez-moi de vous présenter la FRC. Et tout de suite, le plus simple, c'est de vous lancer une très courte vidéo qui va vous présenter toutes les actions que nous menons depuis notre création, depuis 23 ans. Donc si vous voulez bien lancer la vidéo, et ensuite on reprend le fil. Voilà, vous pouvez applaudir la FRC, bien sûr. 23 ans de combat à vos côtés, la plus grande communauté des professionnels de la relation client, que vous êtes tous, avec 3500 membres. Et vous voyez toutes les actions que nous menons. Vous avez reconnu d'ailleurs, au passage sur les palmes de la relation client, les 3 lauréates. Et quelques petits mots d'introduction pour vous dire, bon, le plaisir bien sûr d'être avec vous. N'hésitez pas à poser des questions. Tout au long, je prendrai au fur et à mesure
pendant nos débats vos questions et on essaiera d'y répondre ensemble. Simplement pour vous dire que la FRC s'est donné 4 axes de travail, vous l'avez vu, hein, stimuler l'intelligence collective, et Dieu sait si aujourd'hui on a encore du travail à faire pour faire reconnaître que l'expérience client est une discipline fondamentale, stratégique pour les entreprises. On était il y a 23 ans déjà en train de structurer un secteur qui était mal aimé. Et bien aujourd'hui, on pose ce secteur à travers des mots, la relation client et l'expérience client, qui sont devenus des disciplines indispensables pour que les entreprises se différencient. Défendre, on fait beaucoup de lobbying aussi depuis 23 ans. On a créé une norme NF Service, un label social avec Borloo dans cette salle. Ici, nous étions en train de faire des conférences de presse avec Jean-Louis Borloo, c'était en 2004. Et on vient récemment de créer une certification Relations Clients France, on l'appelle marque de garantie, Relations Clients France. 13 entreprises se sont déjà engagées dans ce mouvement qui va de toute façon se développer de plus en plus, puisqu'on a une quarantaine de marques qui aujourd'hui se sont portées candidates pour obtenir cette marque de garantie autour du Made in France. Défendre aussi, puisque nous sommes souvent attaqués par des députés, mais aussi par l'ARCEP, sur le sujet du démarchage téléphonique. Donc on continuera de se battre pour maintenir vos emplois, même si on sait qu'il y a énormément d'entreprises malveillantes qui vous empêchent aujourd'hui, qui empêchent en tous les cas notre secteur de se développer et qui font beaucoup de tort. Valoriser les réussites, on continuera et on vous engage dès maintenant à candidater aux Palmes de la relation client 2022 qui auront lieu le 3 octobre au Théâtre de Paris pour célébrer les réussites et l'excellence. Et puis s'engager sur des standards d'éthique et d'excellence relationnelle, ça a toujours été l'ADN de la FRC, l'éthique, la reconnaissance, les engagements. Alors on vit en ce moment un contexte difficile, on ne peut pas ne pas en parler. Il est très inquiétant et on le retrouve dans évidemment les comportements des consommateurs et des collaborateurs. Quel nouveau variant va apparaître? On a de la chance aujourd'hui, on peut décider d'enlever ou de mettre son masque. Quelle guerre encore peut éclater? Quelle technologie, je ne vais pas être pessimiste, mais quelle technologie va encore disrupter notre réalité? Quelle figure politique va émerger et perturber nos habitudes? En tous les cas, le thème que nous avons choisi cette année à l'occasion des Palmes de la relation client, le lien, a énormément de sens et nous allons justement débattre autour de ce sujet avec nos invités. Donc le lien au cœur de l'expérience client est plus que jamais un sujet d'actualité. Comment organiser le lien avec ses équipes? Comment créer des échanges avec les clients? Comment garder cette relation puisque nous sommes tous distendus? Et heureusement que le digital est venu nous aider à continuer de vivre, de travailler, d'avoir des relations justement avec les collaborateurs. Le digital, quelque part, a sauvé un peu les entreprises et les organisations en matière de relations clients. Je me souviens en 2007, le télétravail était un gros mot. C'est-à-dire qu'on avait interdiction de parler de cela avec les syndicats, avec les salariés. Et souvenez-vous, en mars 2020, en 2 jours, des dizaines de milliers de salariés ont basculé en télétravail, aussi bien dans les centres de relations clients que chez les prestataires. Et ça a sauvé quelque part l'économie, puisque nous avons pu continuer de nous nourrir, de nous informer, d'utiliser les biens et les services qui sont à notre disposition. Alors, la FRC a toujours joué un peu un rôle de précurseur et a voulu montrer l'exemple. Et chaque année, nous avons des études, des tendances. Nous travaillons avec Cision, le groupe Cision, qui nous propose un baromètre. Je vais vous donner quelques chiffres et ensuite on débat. Le gros sujet actuellement que l'on voit émerger dans ce baromètre depuis 3 mois, c'est le lien au travail. Donc comment arriver à trouver un équilibre entre l'autonomie positive et l'isolement? 83% des salariés considèrent que le télétravail, vous voyez en 2007 on n'en voulait pas, 83% considèrent que le télétravail apporte une grande autonomie. Et on va en parler tout à l'heure avec les exemples. 78% des salariés trouvent qu'il y a un meilleur équilibre entre la vie pro et la vie personnelle grâce au télétravail. Ils sont moins fatigués, 72%. Ils ont davantage de responsabilités, 69%. Donc c'est rentré dans les mœurs, mais ça crée aussi un certain déséquilibre chez 27% des salariés qui ont développé un sentiment d'isolement. Certains ont fait des burn-out, donc il faut faire attention, et c'est tout l'enjeu aujourd'hui, d'arriver à manager ces équipes à distance. D'ailleurs, les DRH prennent conscience des limites du télétravail. Il y a un fossé qui s'est créé
avec le présentiel. 88% des DRH reconnaissent que le télétravail implique moins l'interaction sociale, on le sait bien, et surtout le sentiment d'appartenance à une marque employeur. Pour les moins de 30 ans, les plus jeunes, qui vont de toute façon arriver dans les entreprises de plus en plus, ils considèrent que l'entreprise comme une réelle communauté humaine. Et eux, ils demandent au contraire de revenir dans des bureaux. L'engagement collectif est important, le partage, le souci du progrès et le bien commun. 67% considèrent que leurs collègues sont également des amis. Je ne sais pas si vous avez eu des amis dans votre carrière, mais les jeunes considèrent que les amis font partie aujourd'hui de leur façon de travailler. Alors, nous avions souligné en 2021 les valeurs qui étaient plébiscitées par les consommateurs. Je vais vous les citer parce qu'il faut qu'on les garde en tête. Les enjeux de décarbonation sont fondamentaux. Les consommateurs aspirent à un peu d'apaisement, surtout en ce moment, de sérénité, de sobriété, de proximité. La proximité est un mot qui revient très souvent dans ces baromètres Cision. Et la FRC a répondu un peu à cette demande avec cette marque de garantie relation client 100% en France. Et tous ces changements de comportement vont impacter la relation client qui deviendra de plus en plus un outil de différenciation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors la FRC va aussi lancer un grand mouvement auprès des entreprises, des salariés, des clients, pour qu'on essaye de se décarboner, qu'on trouve des idées dans un groupe de travail. Je vous invite à vous inscrire sur le site de la FRC pour trouver des idées pour reforester. Et on va travailler avec Reforest Action, qui est une entreprise qui travaille énormément sur ces sujets. On va se doter d'un certain nombre d'outils à notre échelle pour essayer d'agir, pour s'engager sur ce beau mouvement, je trouve, pour impliquer tout le monde sur la biodiversité, la reforestation, développer une activité régénératrice. On va en parler d'ailleurs avec nos amis. Donc tout de suite, j'accueille Karine Olivier et je lui demande de nous présenter rapidement son périmètre, son action et en quoi la relation client est importante chez Nexity. Karine ? Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis directrice générale du pôle service aux clients particuliers chez Nexity. Nexity, c'est une société, un groupe coté qui fait 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 8500 collaborateurs. Le pôle que je dirige, c'est 3500 collaborateurs. C'est un pôle en fait qui regroupe toutes les agences immobilières de 2 réseaux, le réseau Nexity Lamy et le réseau Auralia. C'est un pôle donc, qui est très sensibilisé sur la relation client. Et aujourd'hui, c'est avec ma casquette de membre du comité exécutif de Nexity que je suis auprès de vous pour vous parler de la relation client, dire que c'est un sujet d'entreprise à part entière et que c'est devenu une nécessité de s'orienter sur cette relation client, de la mettre au cœur de notre stratégie pour comprendre, on va dire, l'ensemble des échanges qui existent entre nos clients, la marque et puis également l'entreprise. Même chose, qui veut prendre la parole? Mélanie, le périmètre et puis Cdiscount. On commence à recevoir énormément de questions là. C'est rapide. C'est rapide. Alors du coup, pour commencer, je pourrais très bien vous demander de citer un grand site de e-commerce. Ça a l'air d'être une question assez anodine. Mais en fait, dans beaucoup de pays, vous n'auriez pas d'autre choix que de citer un grand site américain. En France, la situation est un peu différente. Et justement, Cdiscount est identifié comme une vraie alternative pour les consommateurs français. Et c'est aussi ce qui nous motive chaque jour quand on accueille sur le site plus de 3 millions de visiteurs. Donc tout ça, ça se passe à Bordeaux. On est installé à Bordeaux depuis 24 ans maintenant. Et en 24 ans, le marché a beaucoup changé, mais nous aussi, on a beaucoup changé. Parce que, alors, on a 10 millions de clients chaque année sur le site. Alors c'est d'abord une fierté, bien sûr, mais c'est aussi un vrai défi. C'est le défi de savoir se challenger, se renouveler sans cesse. Et c'est d'autant plus important que Cdiscount, c'est un site qui s'est d'abord construit sur des prix, sur une offre imbattable, et donc avec un ADN qui était vraiment un ADN produit. Et depuis quelques années, justement, toute l'entreprise s'est tournée vers le client avec un objectif qui désormais est commun à toutes les équipes et qui est vraiment la satisfaction des clients. Donc moi, je m'occupe de la relation client et du marketing client, donc notamment de la fidélisation, 2 sujets qui sont très intrinsèquement liés. Et donc, on a 2 manières pour faire avancer ces sujets-là. Alors, la première, forcément, c'est de répondre aux sollicitations des clients.
donc de leur apporter de l'aide pendant et après l'achat, ce qu'on fait aujourd'hui avec nos 4 partenaires. Mais ensuite, c'est aussi de porter la voix du client au sein de toute l'entreprise, au sein de toutes les directions, pour identifier sur le parcours du client quels sont les points irritants, les pain points, pour les identifier, les corriger et ensuite améliorer l'expérience des clients. Et je résumerai tout ça en un seul chiffre, puisque sur les 5 dernières années, notre NPS a progressé de 15 points. Donc, du coup, je pense que c'est la meilleure preuve que toutes ces actions-là portent leurs fruits. On va en reparler, Mélanie. Voilà, attention. Je suis très magnétique aujourd'hui. Alors, même chose chez Roule, qui s'appelait Chlormine Identicar. Identicar, ça vous parle peut-être parce que sur vos voitures, vous aviez gravé des numéros pour essayer de garder les voitures, si jamais les retrouver, si jamais elles étaient volées. Donc maintenant, ça s'appelle Roule. Anne-Marie Kina, même chose, le périmètre, et puis peut-être quelques mots sur Roule. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc Roule ex-Club Identicar est une entreprise familiale créée en 82 dans le milieu de l'automobile qui apporte en fait des services, des garanties de protection contre le vol, des garanties d'assurance complémentaire. Et aujourd'hui, un changement de marque pour coller davantage justement à toute la transformation qu'a opérée l'entreprise ces dernières années, notamment avec pour préoccupation d'être vraiment dans le quotidien de l'automobiliste. Donc en fait, Roule, c'est un club automobile ouvert à tous, au travers de ses garanties, mais également au travers de médias et d'une appli utilisable par tous. Donc, comme je vous le disais, c'est une entreprise familiale. Aujourd'hui, un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros avec un peu plus d'1 200 000 membres, avec une croissance de portefeuille très très importante ces 10 dernières années. On a triplé le portefeuille en moins de 10 ans. Pourquoi ? Tout simplement, lorsqu'on s'est aperçu qu'on avait des clients et qu'il fallait les garder. Donc, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on travaillait beaucoup sur la prospection, sur effectivement les nouveaux clients qui nous sont apportés par le monde du réseau de concessionnaires. Et donc en 2010, c'est vraiment opéré un virage dans l'entreprise sur la fidélisation au travers de la transformation de la relation client notamment, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, et de nombreuses actions de marketing de fidélisation. Donc moi au sein de cette entreprise aujourd'hui, je suis directrice de l'expérience client, côté humain essentiellement, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'expérience client lorsque le membre prend contact avec nous essentiellement. Et l'idée c'est de créer toutes les conditions favorables autour du conseiller pour qu'il se sente bien dans son poste et qu'il puisse à son tour comment dirais-je, j'en perds mes mots, c'est ma première intervention donc je suis un peu troublée. Tout est fait pour se mettre au service. Se mettre au service, merci Eric, du membre. Et l'idée, c'est d'aller au-delà de la demande du membre à la base, détecter les besoins implicites et surtout le surprendre. Voilà. On va en reparler en détail. Alors, vous avez gagné toutes les 3, vous avez remporté des palmes prestigieuses. Donc, on va commencer par Karine. Alors, Karine, on avait créé il y a très longtemps une palme sur l'expérience collaborateur. Pour nous, c'est aussi important que l'expérience client. Et vous l'avez remporté cette année. Vous avez appelé ce programme Client Smile. Et en fait, si je comprends bien, dans ce programme, vous avez entraîné, je crois que vous avez 11 000, vous l'avez dit, 11 000 collaborateurs, 8 000 collaborateurs. Vous les avez tous entraînés sur ce programme. Est-ce que vous pouvez nous détailler un tout petit peu ce programme et nous expliquer ce que ça a apporté aussi aux collaborateurs, pas que aux clients ? Oui, alors Client Smile, c'est un programme très ambitieux parce qu'en fait, l'objectif, c'est de diffuser une culture client dans un groupe qui est assez important. Il y a eu 2 constats de base. Le premier constat, c'est de dire on ne peut pas demander à nos collaborateurs de bien s'occuper de nos clients si déjà on ne s'occupe pas bien de nos collaborateurs. Ça s'appelle la symétrie des attentions. Très cher à monsieur Thierry Spencer. Voilà. Donc, et la deuxième chose, c'était de dire nos clients satisfaits et mécontents, parce qu'il y en a, on est avec beaucoup d'humilité, sont notre plus grande source d'apprentissage. Donc, il faut oser aller à leur rencontre et comprendre ce qui se passe sur le terrain. Donc, Client Smile, c'est une approche avec une vraie méthodologie, parce qu'il faut de la méthodologie pour embarquer autant de personnes. Et l'objectif, c'est d'identifier sur le terrain tous les, on va dire, les irritants pour les transformer en éléments de satisfaction. Et puis surtout, aller chercher nos clients satisfaits pour en faire une communauté d'ambassadeurs.
Alors, c'est quoi cette méthodologie rapidement? En fait, il y a 4 piliers sur le collaborateur. La première chose, c'est que vous ne pouvez pas demander au collaborateur de s'intéresser au client s'il n'a pas des éléments à sa disposition. Donc, on a mis en place un dashboard, un cockpit manager, qui donne en temps réel, tous les jours, l'évolution d'indicateurs qu'on juge clés, des indicateurs opérationnels, pour l'ensemble des managers, pour pouvoir prendre le pouls du terrain et comprendre quel est le ressenti des clients. La deuxième chose, c'est qu'on s'est dit, pour pouvoir correctement s'occuper des clients, il faut qu'on oriente notre relation humaine sur des échanges à forte valeur ajoutée. Donc, il faut qu'on rende plus autonomes nos clients. Comment est-ce qu'on rend plus autonome un client? On choisit un canal. Nous, on a choisi l'espace privé client. Et en fait, on oriente nos clients au maximum sur cet espace privé client pour lui permettre d'aller chercher de l'information 24 heures sur 24, enfin, quand il le souhaite. Et pour ce faire, là aussi, il faut s'occuper des collaborateurs. Donc, on les a tous formés en leur demandant de se mettre à la place du client pour comprendre comment fonctionnait cet espace client, règle numéro 1. Et la deuxième chose, c'est qu'on a dégagé du temps à l'ensemble des assistantes du groupe, à peu près 20% de leur temps, en externalisant des tâches sans valeur ajoutée, pour leur dire, s'il vous plaît, allez à la rencontre des clients, faites des appels de courtoisie et surtout, faites beaucoup de pédagogie pour expliquer à quoi sert un espace client et pourquoi il y a un intérêt gagnant-gagnant pour le client et pour le groupe. Une fois qu'on a rendu autonome et qu'on donne accès à l'information, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on forme. Donc nous, on s'est dit, alors là, je prends ma casquette service. Quand j'ai des agences immobilières, le premier point de contact de mes clients, c'est la chargée d'accueil ou le chargé d'accueil. Grand oublié des groupes. Nous, on a mis un coup de projecteur sur cette communauté et on a co-construit avec le groupe Barrière, donc groupe dans l'hôtellerie de luxe, une formation spécifique sur l'excellence client qui a été extrêmement appréciée. Et puis ensuite, on s'est dit, on ne peut pas avoir un seul discours, il faut avoir une granularité. Donc on s'est adapté à toutes les entités, les filiales, les agences, pour mettre en place un plan d'action satisfaction client très concret, avec 3 engagements de chaque manager à dérouler sur l'année 2022. Et ces engagements sont repris dans la part variable des managers. C'est-à-dire qu'avant, Nexity, c'était un groupe très financier. En tout cas, les parts variables étaient basées que sur du chiffre d'affaires et du résultat. Aujourd'hui, 50% des parts variables sont basées sur les indicateurs opérationnels qui touchent directement ou indirectement la satisfaction client. Alors Karine, vous avez cité à un moment les indicateurs qui sont contrôlés, ou en tous les cas à la portée des collaborateurs. Est-ce qu'il y a une corrélation, c'est un des sujets d'un groupe de travail, d'un atelier de la FRC, une corrélation entre des indicateurs que vous suivez, je suppose NPS, CES, et la valeur de l'entreprise, et le chiffre d'affaires et le résultat de l'entreprise? Est-ce que M. Alain Dina est très concerné par cette corrélation? Il y a une sacrée corrélation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on pense qu'il faut faire fi des clients pour continuer à avancer, ça ne marche pas. Donc en fait, mécaniquement, au plus nos indicateurs de satisfaction client sont forts, au plus les clients contents sont nos ambassadeurs, au plus on développe du chiffre. Et en fait, je pense que c'est savoir s'occuper déjà de son portefeuille client, c'est beaucoup plus important que de vouloir automatiquement activer de la prospection en permanence. Donc c'est là la valeur d'un groupe. Donc oui, il y a une corrélation très forte. Ça nous fait du bien d'entendre ça. Est-ce que M. Dina peut aller le prêcher auprès de ses camarades CEO? Ce serait une bonne chose pour... Alors, je ne suis pas porte-parole d'Alain Dina, mais je lui passerai les messages. Mais bien évidemment, je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable âme de fond. Le groupe que je représente n'est pas un groupe atypique. Je pense que tous les groupes et toutes les sociétés, quelle que soit leur taille, ont bien compris qu'il fallait, pour se transformer, faire un pivot et remettre le client au cœur du réacteur. Ça paraît très basique, parce que tout le monde se dit, bien évidemment, quand vous êtes un groupe de prestations de services, comment est-ce que vous pouvez oublier le client? Malheureusement, au cours des 10-15 dernières années, on s'est tous rendus très experts de nos savoir-faire, voilà, et on a oublié le savoir-être, et on a oublié que derrière un écran, il y avait un client. Et je pense que c'est ça le changement majeur de ce que nous avons rencontré. Alors, vous avez cité aussi l'autonomie client, pas l'autonomie collaborateur, on en reparlera tout à l'heure. Jusqu'où vous pouvez pousser le curseur? Ça, c'est un vrai sujet qu'on aime bien traiter au sein de la FRC. Jusqu'où je pousse mon autonomie et quand est-ce que l'humain doit prendre le pas ou arriver justement en complément ou surtout en différence? Alors le digital, nous on le dit toujours, c'est un outil au service de l'humain et ça ne remplace pas l'humain. Autrement là, je pense qu'on va complètement dans le mur. Jusqu'où c'est juste... C'est un curseur qui est assez simple, c'est-à-dire que tout ce qui est récupération d'informations, de documents, regardez le monde bancaire, comment il est fait. Aujourd'hui, vous avez tous des espaces clients.
Si vous voulez rencontrer un conseiller, aujourd'hui, c'est parce que vous avez une demande spécifique à faire sur mesure, vous avez besoin d'un échange de relations humaines. Mais c'est la même chose dans nos métiers. C'est-à-dire que passer trop de temps au téléphone parce qu'un locataire nous demande un avis d'échéance ou parce qu'un copropriétaire n'a pas reçu son PV d'Assemblée Générale ou parce que peu m'importe, voilà, il y a un document demandé, ça n'a aucun sens d'appeler, de déranger quelqu'un pour, on va dire, un échange qui n'apporte pas grand-chose. Donc l'autonomie, elle peut se pousser jusqu'au besoin exprimé par le client, en fait. Là, il y a une petite question, c'est vous pouvez détailler un tout petit peu les outils que vous utilisez sur l'autonomie ou... Alors sur l'autonomie, nous, les outils qu'on utilise, c'est pas les outils, c'est ce que j'ai dit, c'est que nous, on est parti pour orienter nos clients sur l'utilisation de nos espaces. Donc on a fait une refonte totale de nos espaces privés clients pour que ça soit des espaces ergonomiques, faciles, très intuitifs. Il faut que le parcours soit très facile pour le client. Des espaces interactifs où vous pouvez poser des questions, faire des demandes. Donc là aussi, avant tout, il faut... former les collaborateurs, parce que ça peut être donner un bâton pour se faire battre. C'est-à-dire que si vous donnez accès à une information 24/24, vous devez vous aussi vous engager sur un temps court de retour aux questions posées, aux problèmes exposés et tout ça. Donc voilà. Donc nous, en fait, on n'a pas d'outil magique pour l'autonomie. On a simplement une approche qui est de dire utilisons ce canal qui est un très joli canal et très facile à mettre en place. Formons nos collaborateurs parce que alors le principe de base, c'est que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de parler de quelque chose s'il ne le maîtrise pas. D'accord ? Il y a cette peur. Donc en fait, le fait d'avoir embarqué tous les collaborateurs sur une journée et de leur dire aujourd'hui, vous êtes client. Vous n'êtes plus collaborateur, vous êtes client. Donc qu'est-ce que vous allez voir ? Et en fait, on leur a fait chercher des informations sur nos sites pour voir si c'était si intuitif que ça. Et donc, ce qui fait que de la chargée d'accueil aux dirigeants, en passant par les responsables de service, tout le monde est capable, si le client pose une question, de dire « bah oui, en effet, quand vous allez sur votre espace, voilà ce que vous allez trouver ». Ça, c'est majeur. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut du temps et de la pédagogie parce qu'il faut accompagner les clients pour utiliser ce canal. Merci. Alors, je vais passer la parole à Anne-Marie. Identicar, qui est devenue Roule, a remporté la palme, comme je le disais, de la transformation par l'expérience client. Et en fait, vous avez mis en place, vous aussi, un programme de polyvalence et d'autonomie, mais des conseillers cette fois-ci. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce programme et jusqu'où vous êtes allé sur l'autonomie de la gestion des appels, des gestes commerciaux, jusqu'où on peut aller aussi en autonomie? On pense tous à l'exemple de Zappos en tête, ou même de Darty aujourd'hui, mais jusqu'où on peut aller en autonomie également? Alors déjà, en ce qui concerne la polyvalence, je vais faire un petit retour en arrière. À l'époque, Identicar, le service de relations clients a été organisé. En fait, on a deux métiers majeurs. Le premier, c'est d'être présent auprès de nos membres en cas d'aléa, en cas d'accident, de sinistre. Donc, toute une partie assurantielle, prise en charge de garantie. Et une deuxième partie qu'on appelait à l'époque relations clients, qui relevait plutôt de la gestion de contrat. Donc, tout ce qui peut être modification du contrat, des données du membre, du véhicule, résiliation, renouvellement, etc. Donc deux services au service des clients, mais indépendants, entre guillemets, et surtout pour lesquels les conseillers n'avaient pas les mêmes compétences. On avait d'un côté un profil très empathique pour la partie assurantielle, la partie assistance, donc très empathique, très rond, au service du membre. Et de l'autre côté, pour ce qui est de la relation client, des conseillers qui avaient un petit peu plus l'habitude de productivité, d'aller vite, voilà. Et en fait, on s'est vite aperçu qu'en matière d'expérience client, ce qui était catastrophique, c'est que lorsque le membre avait 2 demandes à nous formuler, une fois sur 2, il avait 2 à 3 interlocuteurs. Si par exemple je suis en panne au bord de la route et que je suis en période de renouvellement de contrat, en fait, j'avais 2 personnes différentes. Donc déjà, le premier constat, c'est d'un point de vue client, effectivement, comment faire pour avoir un traitement beaucoup plus fluide dans toutes les demandes. Et en parallèle de ça, l'idée, c'était également, pour le coup, d'enrichir le quotidien d'un collaborateur, parce que le collaborateur lui-même, en fait, était frustré de ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes d'un client. Donc, il sentait comme des limites, en fait, dans les demandes. Donc effectivement, là, c'est mis en place tout un programme de transformation du métier
alors avec des freins, hein, je ne vous cache pas, parce que déjà c'était un changement du métier. Aller expliquer à quelqu'un qui fait de l'assistance que demain il va gérer un contrat et inversement. Donc on a tous nos peurs. Donc ça s'est fait évidemment par beaucoup de formation et beaucoup d'accompagnement. Et en fait, très rapidement, on s'est aperçu, au travers des indicateurs de NPS, qu'en fait, en matière d'expérience client, on avait vraiment fait un bond en avant, puisqu'effectivement, le traitement devenait beaucoup plus fluide, sans couture, et que d'un point de vue conseiller, également, on avait un épanouissement dans la mesure où vraiment, je me sens utile, je sais répondre à toutes les demandes que peut me formuler un membre, et je n'ai pas cette limite qui est de dire « attendez, je vous passe mon collègue ». Est-ce que cette polyvalence, elle s'est aussi traduite sur les canaux? Est-ce qu'ils sont capables de traiter canaux vocal, canaux écrits? Absolument. Canal écrit. Et pour le coup, on est encore en train de travailler dessus. Ça se fait petit à petit. Alors, effectivement, on a une équipe front office donc, qui est au téléphone et une équipe back office hein, qui est à l'écrit. Et depuis 2 ans, le chat. Et là, depuis 2 ans, on travaille effectivement sur cette polyvalence également des canaux. Alors, qui ne concernera pas toute l'équipe parce qu'en fait, il y a des gens qui sont très à l'aise au téléphone et pas du tout à l'écrit et inversement. Donc tout ça se fait de façon plutôt, j'allais presque dire naturelle, c'est-à-dire que c'est aussi en fonction du besoin et de l'appétence de chacun des collaborateurs qu'on va lui proposer d'aller plus loin dans la gestion des différents canaux. Et compte tenu de la taille des équipes, on a à peu près une centaine de collaborateurs à la relation client, finalement on arrive à trouver cet équilibre pour pouvoir répondre à tous nos membres sur les différents canaux. Et on se retrouve aujourd'hui à date avec, on va dire, 3 typologies, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment polyvalents, alors non seulement dans le métier, mais également sur les canaux, et ceux qui sont beaucoup plus techniques, hein, soit à l'écrit, soit au téléphone. Et au niveau des équipes, hein, puisqu'on travaille en petites équipes, en fait, d'une dizaine de personnes, on appelle ça des ruches chez nous. En fait, chaque ruche est composée des différentes catégories comme ça de personnalité ou de technicité, ce qui permet les échanges entre eux et ce qui permet aussi cette montée en compétences entre pairs. Quand on parlait de polyvalence tout à l'heure. Une petite question, Anne-Marie, que faites-vous des appels non décrochés? On sent le spécialiste du bot là, qui pose la question derrière. Alors les appels non décrochés, à aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, en fait le client rappelle, on n'a pas encore la solution pour être proactif là-dessus. Donc effectivement, on a des pics d'appels sur lesquels on va perdre, on a des raccrochés. Voilà, donc à aujourd'hui, alors sur le message d'attente est rappelé le fait que le membre peut se connecter sur le site à son compte personnel pour pouvoir faire ses opérations en self-care. Voilà, mais c'est vrai qu'on a encore des membres évidemment qui souhaitent vraiment cette relation par téléphone et une relation humaine. Alors après la polyvalence, l'autonomie dont je parlais tout à l'heure. Oui, alors l'autonomie, ça a été aussi une grande transformation. Karine parlait tout à l'heure de la symétrie des attentions. Et en fait, lorsqu'on a travaillé sur l'autonomie, l'idée, c'était de permettre à chaque collaborateur de développer son esprit entrepreneurial. En fait, le message qu'on leur faisait passer, c'était de dire, bah voilà, aujourd'hui chez Identicar, maintenant roule, travaille comme si c'était ta propre boîte. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais ce client-là à gérer pour ta propre boîte? Jusqu'où irais-tu? Voilà. Et donc on a commencé par travailler sur l'autonomie, on va dire organisationnelle. Tout à l'heure, je vous parlais de ruches. En fait, on est passé à la gestion autonome des horaires. Alors c'est quelque chose qui se pratique beaucoup, hein, les échanges d'horaires qui permettent à chacun de choisir ses horaires. En fait, aujourd'hui, nos équipes sont totalement autonomes sur la gestion de leurs horaires. C'est-à-dire que même le manager n'a pas son mot à dire, puisque c'est l'équipe vraiment qui s'organise entre elles. Et ça, le gros avantage a été de lever une pression sur justement toute cette gestion d'horaire. En plateau d'appel, il faut être là à 9h pour décrocher les appels. Et je vais vous donner un exemple. Tous les matins, je voyais arriver de nos collaboratrices complètement en stress parce que planning imposé et qu'elle ne pouvait pas échanger et qu'il fallait qu'elle dépose ses enfants. Enfin, bon, voilà. Et donc, je me disais, mais cette personne, la pauvre, tous les matins, le premier appel qu'elle décroche, elle est déjà en stress.
Donc comment est-ce qu'on peut faire pour enlever cette chape? Et finalement, tout ça, naturellement, encore une fois, s'équilibre assez bien parce que vous avez des gens du matin, des gens qui sont plutôt du soir. Et dans une équipe, on trouve toujours le moyen pour que tout ça s'harmonise. Et le collectif, hein. Et travailler exactement. ensemble, c'est ça qui... Mais jusqu'où vous pouvez aller aussi en autonomie? Les gestes commerciaux, ils peuvent tout faire, ils peuvent tout décider? Oui, oui. Alors en fait, aujourd'hui, les gestes commerciaux, on a deux pans dans le côté financier pour nos conseillers. Un côté gestes commerciaux sur lequel je vais revenir et un côté cadeau enchantement. C'est-à-dire qu'on a dit à nos collaborateurs, voilà, lorsque tu en as envie, tu as la possibilité de faire un cadeau à un client ou à des clients comme tu le souhaites. Et là, on n'avait fixé aucune limite. Ce qu'on leur a dit, c'est la seule limite, c'est ton bon sens. Donc, on a des contrats qui sont en moyenne à 150 € par mois. Donc, évidemment, l'idée, c'est pas forcément de faire un cadeau à 1000 €. Mais il n'y a pas de base, il n'y a pas de maximum. Et en fait, on fait un retour d'expérience. Hein. Donc, à ce moment-là, on s'est complètement planté parce qu'en fait, les gens n'osaient pas y aller. Donc, on a été obligé de mettre un budget et de mettre une limite en disant, voilà, tu as jusqu'à X € pour faire par mois, pour faire un cadeau à tes membres. Et on a élargi ça aux gestes commerciaux. Donc, il y a différents types de gestes commerciaux que nous connaissons tous. Il y a d'une part, on s'est trompé, l'entreprise a fait une erreur. Donc, je vais faire un geste commercial pour m'excuser auprès du client. Mais il y a aussi le geste commercial d'un membre qui est client fidèle chez nous et qui nous fait une demande, ça ne rentre pas dans ses garanties, mais on va lui faire un geste commercial pour le fidéliser encore davantage. Et on a aussi le geste commercial qui est purement pour faire plaisir, en fait. C'est-à-dire, effectivement, ça ne rentre pas dans vos garanties, je peux pas... mais vraiment, là, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Et ça, d'un point de vue collaborateur, c'est très fort parce que le fait de faire plaisir apporte du bien-être. Et donc, aujourd'hui, nos collaborateurs ont un budget chacun de 1 200 € par mois qu'ils peuvent utiliser comme bon leur semble en gestes commerciaux ou en cadeaux clients. C'est énorme. On peut livrer la pizza, la pâtisserie, pendant qu'il est en train de passer sa commande ou d'interagir en relation client, ce que faisait Zappos. Merveilleux. Alors Mélanie, on change de secteur. Mélanie a remporté, Cdiscount a remporté la palme de l'expérience client en 2021. Et alors là, il y a eu une approche beaucoup plus humaine et personnalisée. Les questions arrivent avant que Mélanie ait parlé. Donc déjà, on a des questions sur cette approche humaine. Et j'ai retenu aussi le mix canal. Vous pouvez peut-être nous en parler. Vous avez rajouté des canaux. Vous n'aviez pas assez de canaux d'interaction? Alors, effectivement, pour commencer, je vais reposer un peu le contexte, même si on s'en souvient malheureusement tous très bien. Il y a 2 ans, quand le confinement a été annoncé, on a eu plusieurs événements qui se sont passés en même temps. Le premier, c'est que forcément, tous les magasins étant fermés, on a eu une très forte activité, assez soudaine sur le site. Et du coup, avec un rôle assez important où, en fait, on sentait bien dans les achats qui étaient faits qu'on allait aider aussi nos clients à traverser le confinement, à s'équiper pour télétravailler, pour faire l'école à la maison, exactement. Ou aussi pour se divertir, parce qu'on était quand même sur une durée assez, pas précisée au départ. Donc du coup, on a eu ce premier phénomène avec une très forte activité. Ensuite, nos transporteurs ont rencontré des difficultés qui étaient assez inédites. On a des milliers de points retrait qui ont fermé du jour au lendemain et des difficultés d'acheminement des colis avec des contraintes sanitaires à appliquer qui étaient toutes nouvelles. Et enfin, nos partenaires ont également eu des mesures sanitaires à prendre pour leurs collaborateurs, pour la sécurité de leurs collaborateurs. Et du coup, ça a réduit notre capacité à répondre aux clients. Donc, dans le même temps, on a eu beaucoup plus de contacts et beaucoup moins de capacitaires pour y répondre. Pour vous donner des ordres de grandeur, on avait 2 fois plus de contacts qu'habituellement et 2 fois moins de capacité à y répondre. Et notre boussole, ça a été de nous dire, on ne peut pas laisser de clients sur le côté. Donc, on doit trouver une solution pour arriver à répondre à tout le monde. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est effectivement, pour essayer de baisser un petit peu le niveau de la mer, on a anticipé les contacts, on a été très proactif. Et pour ça, on s'est appuyé sur quelque chose qu'on avait commencé, heureusement, à faire avant mars 2020. On s'est appuyé sur des bots. Donc, tout simplement, de manière assez automatisée, on identifie les anomalies qui peuvent se passer sur une commande. Et on agit avant que le client, finalement, ne se rende compte qu'il y a un problème. Ou alors, on avertit le client du problème qui se pose pour éviter l'effet mauvaise surprise. On a
très fortement mis à contribution cette logique de bot. On est passé en 2 ans de 3 000 à 30 000 traitements par jour en utilisant cet outil-là. Et c'est ce qui nous a permis assez rapidement de pouvoir avoir moins de contacts. Et ensuite, effectivement, on s'est posé la question des canaux. Puisqu'on aurait plutôt eu tendance à se dire on va se recentrer sur les canaux essentiels. On est toujours un peu dogmatique sur les canaux. Donc, on a développé ces dernières années un espace client qui permet de répondre à l'ensemble des demandes que le client peut avoir. On a aujourd'hui 2/3 des demandes qui sont traitées en self-care. Donc du coup, on aurait pu avoir tendance à se dire, essayons d'augmenter le curseur. En plus, c'est des traitements immédiats, c'est automatisé, c'est instantané, donc tout ira bien pour le client. En revanche, donc, on a pris un peu le contre-pied. On s'est dit, notre espace client est là. On va certes orienter les clients dessus. En revanche, les autres canaux sont importants et on les a vraiment vus comme une main tendue vers le client. Et donc, on a plutôt eu tendance à les diversifier. On est passé de 4 à 8 canaux sur les 2 ans du confinement. 4 à 8 canaux. Marqué, il y en a de nouveaux qui apparaissent tous les jours. Hein. TikTok, le métaverse, etc. Pas encore. Et donc, du coup, on a vraiment eu cette logique de main tendue en nous disant on doit s'adresser à l'ensemble des clients, peu importe finalement comment ils décident de venir. Au-delà des canaux de contact, on a aussi fait cet exercice sur les canaux d'information. Souvent, on utilise le mail. Et donc, on a des mails avec des informations importantes qui se retrouvent un peu perdues dans des boîtes de réception. Et donc, on a diversifié ces canaux pour s'adapter aux usages des clients, donc en s'adaptant aussi aux préférences que les clients pouvaient avoir. Et donc, du coup, en développant des push-apps, des push-web, on a mis en place un espace actualité sur l'espace client où nos clients se rendent beaucoup. Et on a aussi remis au goût du jour le SMS. Le courrier. Et le courrier, effectivement. Donc, le SMS pour informer en temps réel le client et qu'il puisse nous répondre facilement. Et du coup, on a envoyé l'année dernière près d'1 million de courriers à nos nouveaux clients pour leur souhaiter la bienvenue, à tous ces clients qui finalement découvraient un petit peu le e-commerce et le digital à l'occasion des divers confinements. Un beau geste de considération. Alors la question, elle est pour vous. Est-ce que le lien plus humain peut être un levier de différenciation vis-à-vis d'une autre marque qu'on ne citera pas, mais qui est un très grand e-commerçant étranger? Alors, notre conviction, c'est que c'est le choix qui est important. Quand on regarde les différents canaux de contact, on se rend compte que chaque client a sa préférence. Alors, préférence qui en général est un peu teintée en fonction du problème rencontré et du produit sur lequel on le rencontre. C'est très bien de pouvoir automatiser. Un client qui reçoit un petit produit, un achat pas vraiment indispensable, et son produit est abîmé ou ne correspond pas à ce qu'il pensait, il va être ravi de pouvoir aller sur un espace client quand il le souhaite, sans aucune contrainte, et pouvoir être totalement autonome. Sur des produits importants, un client qui tombe en panne de son frigo en plein confinement, il n'a pas envie d'aller sur l'espace client. Il veut parler à quelqu'un, il veut s'assurer que son problème va être pris en compte et il veut avoir un peu plus de détails sur ce qui va se passer. Et donc, notre conviction, c'est que c'est le choix qui est important et c'est pour ça qu'on a souhaité diversifier les canaux pour s'adresser à tout le monde. On ne voit pas la question, mais enfin, j'essaie de l'afficher. Quel est le dispositif d'écoute client mis en place chez Cdiscount? Alors, il se fait à 2 niveaux principalement. On a beaucoup travaillé sur la mise au carré de tout ce qui est data, en partant du principe qu'on ne pouvait améliorer que ce qu'on mesurait correctement. Et donc du coup, on a mis en place une mesure de l'expérience client tout au long du parcours du client. Et c'est ce qui nous permet de communiquer, de pouvoir échanger avec les différentes directions et de pouvoir les impliquer dans quelle est la qualité de l'expérience des clients et surtout, est-ce que les actions qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre permettent d'améliorer suffisamment sensiblement cette expérience. Donc ça, c'est une vision qui est très data, très KPI, qui a porté ses fruits. En revanche, on ne peut pas tout voir dans des dashboards et du coup, le levier supplémentaire qu'on est justement en train d'activer. Je suis perturbée, il y a une autre question qui s'est... Ouais, il y a des questions qui arrivent. Ouais. Donc du coup, l'autre levier qu'on est en train d'activer, c'est justement un dispositif plutôt sur l'écoute des appels avec un outil de Speech Analytics qui va nous permettre de mieux nous rendre compte de la qualité qui est perçue par le client. On s'est bien rendu compte que quand on propose une solution au client, sur le papier, elle a parfois l'air assez idéale, mais la manière dont le conseiller va expliquer, accompagner le client, en fait, compte énormément. Et donc, c'est pour ça qu'on veut aller un petit peu plus loin sur cette mesure de la qualité perçue. On peut le citer, cet outil de Oui, c'est Sprinkler.
Voilà, il Qu'on est en train de mettre en est place. peut-être autour de nous tout à l'heure. Voilà, il y a une autre question, mais c'est pour vous trois. On parlait du démarchage téléphonique, ça correspond encore à 50 000 emplois en France, donc on voit bien que c'est une réalité économique. Quelle est votre proportion de contacts entrants, sortants? Est-ce que vous l'utilisez encore? Je crois que c'est Nexity en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous continuez d'en faire, du sortant? Alors, en ce qui concerne Roule, ex-club du Ticard, on a deux campagnes d'appels sortants. La première concerne les appels de bienvenue. C'est-à-dire que chaque fois qu'un nouveau membre arrive au club, il reçoit un appel dans le mois qui suit la livraison de sa voiture pour lui souhaiter la bienvenue au club chez Roule. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, le contrat est signé, comme je le disais tout à l'heure, en concession. Par conséquent, il faut vous projeter. Lorsque vous achetez un véhicule neuf, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir au volant de votre auto avec les belles options. Et on ne pense pas forcément au club, à l'adhésion au club. Donc dans le mois qui suit, on souhaite la bienvenue à nos membres. Et 6 mois après son adhésion, même principe, un appel sortant pour lui rappeler son adhésion au club et lui rappeler que nous sommes là dans le quotidien en cas d'aléa. Donc ce sont des appels purement De bienvenue. gratuits. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du tout d'upsell, pas de cross-sell, rien du tout. C'est vraiment juste pour rappeler la marque aux clients. Dépêchez-vous, les députés vont vous interdire d'appeler vos clients. Mélanie, oui, Oui, Karine. nous aussi, en fait, c'est la culture du feedback qu'on a mis en place au niveau des collaborateurs, qu'on met en place au niveau des clients. C'est-à-dire que tous les nouveaux clients sont appelés. Donc, c'est un welcome package, en fait, pour dire merci. Voilà, vous venez de signer une relation contractuelle avec le groupe Nexity. Mais également, et ça c'est nouveau depuis septembre, on rappelle tous les clients qui le souhaitent, bien évidemment, qui nous ont quittés. Pour comprendre, et ça c'est une source d'information incroyable, et il faut oser le faire. C'est très très bien perçu par les clients. On a même des recommandations pour pouvoir revenir les voir dans quelques temps, parce qu'on peut avoir fait une erreur, le droit à l'erreur existe, on n'est pas parfait. Mais en revanche, le fait de rendre la relation encore réelle alors qu'il n'y a plus de contrat entre nous, ça a un effet extrêmement important, et c'est très important qu'on fasse aussi le feedback aux équipes, parce qu'il peut y avoir un écart de perception énorme. C'est-à-dire que quand vous écoutez les équipes qui vous expliquent pourquoi le client vous quitte et que vous avez le client en face qui vous explique pourquoi il part, je ne dis pas que systématiquement il y a un écart, mais très souvent il y a un écart de perception. Il faudra le dire aux sénateurs et aux députés qui nous écoutent. Fondamental pour la donnée client. Mélanie, pareil. Alors, on a des clients qui sont très digitaux, donc du coup, les appels sortants pour la prise de feedback ne fonctionnent pas forcément très bien pour nous. Ouais. Donc du coup, on collecte beaucoup de feedback plutôt par écrit. On utilise encore beaucoup le SMS. En revanche, ce qu'on a mis en place pour les nouveaux clients, c'est des propositions de callback. Donc en fait, on leur souhaite la bienvenue, on les accompagne et on leur met à disposition une fonctionnalité qui permet qu'on les rappelle immédiatement s'ils avaient eu un problème et qu'ils n'auraient pas fait l'effort de nous contacter d'eux-mêmes. Alors le temps passe vite, il nous reste 10 minutes. De quelle manière, on va revenir sur notre thème, de quelle manière vous avez gardé le lien? Vous en avez parlé un petit peu à partir de mars 2020. Comment vous avez gardé le lien avec vos collaborateurs et avec vos clients? Chacune votre tour, peut-être Mélanie, on commence? Alors du coup, ça rejoint plutôt bien ce que je disais tout à l'heure. Pour nous, le principal enjeu, c'était vraiment d'arriver à répondre à l'ensemble des clients et de continuer, enfin, pas répondre pour répondre, continuer aussi à solutionner les problèmes dans un contexte un petit peu compliqué. On ne pouvait pas faire de retour de produits, on ne pouvait pas faire de réparation de produits au domicile des clients. Et donc, ce qu'on a mis en place pendant les confinements, c'est qu'on a rajouté un volet de personnalisation sur la relation client. C'est ce qui nous a permis de... comment dire ? Souvent, on pense la relation client en se disant process, un problème donné, à un problème donné, une solution donnée. On a vraiment rajouté la dimension client dans tout ça pour prendre en compte qui était le client qui rencontrait un problème. Est-ce que c'est un client fidèle? Est-ce que c'est un nouveau client qui vient un petit peu de débarquer sur le e-commerce? Et donc, on a adapté les solutions qu'on proposait pour être le plus efficace possible et surtout le plus fidélisant possible. On était, nous, à la NRF de New York au mois de janvier, on a eu cette chance, et on a découvert justement pour les e-commerçants des solutions dans le métaverse, dans la réalité augmentée en tous les cas, où on voit les clients s'immerger avec des casques de réalité virtuelle dans la réparation du produit qu'ils venaient d'acheter, quoi. Ça peut être des solutions pour demain.
Même question, comment garder le lien en période de confinement, en période de crise sanitaire avec ses collaborateurs? On a basculé tout le monde en télétravail, je suppose, et avec ses clients. Il n'y avait plus d'agence, là, il n'y avait plus de physique. On va là. plutôt parler de 2021 que 2020, hein, parce que ça vient de très loin. Alors, je vais retenir deux approches. Pour nos collaborateurs, on a créé quelque chose qui a cartonné, qui est une émission de radio à l'attention de tous les collaborateurs, tous les premiers mardis du mois, qui dure une demi-heure, animée par la direction générale avec un journaliste. Et l'objectif, c'est de créer du lien sur un canal différent, parce qu'on a vu que les collaborateurs ne lisent plus les mails, d'accord, ils ne lisent plus les newsletters, il y a trop d'informations. Et là, l'objectif, c'était de dire, quel que soit votre poste, quel que soit votre rôle dans le groupe, on va vous ouvrir sur des sujets qui concernent, bien évidemment, on est dans un groupe immobilier, l'immobilier, mais qui sont beaucoup plus larges. Donc on a parlé, on a 9 émissions, hein, on en a fait depuis septembre, elle s'arrête en juin. On touche plus de 3000 personnes, donc c'est énorme. C'est des moments très conviviaux parce que les gens soit le regardent seuls derrière leur écran, soit se mettent en équipe dans leur bureau pour le regarder. On va surtout à la rencontre des collaborateurs et ils ne le savent pas. Donc en fait, c'est des surprises de journalistes et d'équipes qui arrivent au sein des équipes pour faire parler les collaborateurs et témoigner. C'est ce qu'ils préfèrent. Et on a abordé des sujets très vastes comme la raison d'être, comme pourquoi un groupe qui marche bien doit-il se transformer, enfin des sujets très larges. Au niveau des clients, on a créé le Doctolib du dirigeant. Alors c'est quoi ? C'est qu'on s'est dit, nous, notre plus gros problème, c'est la joignabilité, je le dis clairement. Nos clients nous disent, vous n'êtes pas joignable. Pourtant, je vous jure qu'on fait 50 000 efforts, mais on n'est pas joignable. Pas assez, en tout cas. Et donc, on a inversé la tendance et on a mis à disposition donc, une application qui permet à tous nos clients, 2 fois par mois, de rencontrer le directeur, soit de l'agence, soit de la filiale, sur un créneau de 30 à 45 minutes. Ça marche très, très bien. Les clients ne viennent pas du tout parce qu'ils ne sont pas contents, ils viennent parce qu'ils se sentent respectés. Ils ont envie de découvrir la personne qui dirige les équipes, voilà, où il y a leur contrat, où ils ont fait un achat. Et ça, c'est très, très positif. Et ça permet aussi aux dirigeants d'être en ligne directe avec le terrain et d'avoir ces fameux capteurs de la réalité, de la relation client. Donc voilà, c'est 2 expériences que je garderai en tête. Même chose. Peut-être Anne-Marie, comment vous avez gardé le lien 2021 alors? Alors, déjà, le Et une lien... anecdote peut-être? Alors, j'en ai une, mais elle date de 2020. Voilà, on la garde, on la prend. On la prend. Ok. Alors, pour ce qui est... Alors, déjà, le lien actuel, en fait, on a des stand-up organisés avec les équipes tous les jours. Il y en a 2, en fait, hein, en fonction de leur horaire d'arrivée. Ça, on y tient beaucoup. Donc c'est ce qui a permis notamment lors du confinement vraiment de garder le lien parce qu'il y avait vraiment un contact quotidien, voire bi-quotidien avec l'équipe. Et alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail de l'organisation, mais un conseiller peut faire partie de 2 ou 3 équipes en fonction de ses technicités. Donc ce qui fait qu'il peut avoir comme ça le lien avec différentes personnes de différentes équipes, mais en tout cas toujours avec cette notion de groupe. Et les équipes sont également autonomes, les ruches, pour organiser leurs propres événements, une soirée, des choses comme ça. Donc c'est pas forcément des événements entreprises où il y a beaucoup de monde et voilà, on se voit mais on se voit plus. C'est vraiment des petits événements entre eux qui leur permettent d'aller plus loin dans la connaissance entre eux et de créer vraiment quelque chose de fort au sein de l'équipe. Au niveau des clients, et là je vais vous parler de 2020, parce que je trouve qu'on a fait un truc super sympa dans la boîte. En mars 2020, toute l'activité s'est arrêtée, ça ne vous a pas échappé. Chez Roule aussi, donc beaucoup de métiers dont l'activité s'est complètement arrêtée. Et là en fait, il y a eu un besoin de garder le lien avec nos membres et du coup, beaucoup de collaborateurs de l'entreprise de pratiquement toutes les directions ont appelé nos membres pour prendre de leurs nouvelles. Donc on a commencé par des membres seniors. Et alors imaginez un comptable, quelqu'un du market, voilà, qui en fait décrochait son téléphone pour appeler les clients. Et ce qui était très très sympa, c'est que beaucoup d'entre eux nous ont dit oh là là, j'aimerais bien le faire, mais vraiment, enfin, je ne le sens pas, j'ai un peu peur, c'est difficile. Donc ils ont été accompagnés, ils avaient en fait un parrain, une marraine de la relation client, donc à distance évidemment, puisqu'on était tous en confinement.
mais qui était là pour les aider sur les premiers appels avec les beaux outils qu'on a. Et voilà. Et donc comme ça, on a gardé ce lien avec nos membres, et surtout, ça fait du bien aussi aux collaborateurs parce que ça donnait du sens à leur quotidien. L'activité s'arrête tout d'un coup, et pour autant, je vais quand même faire quelque chose, je vais faire du bien, je vais prendre des nouvelles. Et voilà. Et tout à l'heure, je vous parlais de cadeaux enchantement. On avait un petit papy qui avait du mal à retrouver des graines pour planter dans son jardin, et du coup, on lui a envoyé, peut-être même via Cdiscount, parce qu'on s'envoie beaucoup de cadeaux par Cdiscount. On lui a envoyé des petits plants et voilà, des petites graines pour qu'il puisse continuer son jardin. La considération. Je crois que des mutuelles qui sont dans la salle ont fait un peu la même chose. On a appelé les clients. Nespresso a offert des cafés. Donc il y a eu plein d'initiatives dont vous pouvez être très fiers. Alors il y a une question qui tombe, peut-être pour Cdiscount. La logistique, est-ce qu'elle a suivi? Et surtout, ne soit pas trop chronophage pour les équipes. Je pense qu'il y a dû y avoir des réappels, il y a dû y avoir beaucoup de sollicitations à cause des problèmes logistiques, sûrement. Alors oui, en particulier sur des difficultés des transporteurs. On s'est retrouvé le jour du confinement avec plus de 20 000 colis qui étaient dans des points retrait qui ont fermé du jour au lendemain. Et donc sur des choses qu'il a fallu gérer rapidement, puisqu'en plus, face à la fermeture des magasins, les clients n'avaient plus beaucoup d'autres choix pour avoir les produits qu'ils avaient commandés. Mais c'est justement ce qu'on a réussi à gérer en étant extrêmement proactif avec les clients, en les tenant informés de tout ce qui se passait et en prenant des mesures assez drastiques. Quand je parle de 20 000 colis, en fait, on a remboursé ces 20 000 produits immédiatement pour laisser le choix aux clients de pouvoir repasser une commande immédiatement sans attendre la fin des confinements. 2 minutes pour conclure. Un mot de conclusion. J'ai envie de vous poser une question personnelle. Est-ce que vos entreprises sont prêtes à être... Alors, je ne sais pas si on l'appelle libérée, mais un sociologue qui est venu récemment à la FRC parlait de contributive. Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir votre entreprise un peu plus vers vos clients? Le Club Med fait des comités de direction avec ses clients, les faire venir dans l'entreprise pour co-créer des produits, co-créer les parcours clients. Est-ce que vous êtes prêt en un mot? Vos entreprises sont prêtes à s'ouvrir aux collaborateurs et aux clients pour transformer l'entreprise? Allez, Mélanie, Karine et Anne-Marie. Alors du coup, pour faire rapide, oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on souhaite même totalement faire, puisqu'on n'est pas nos clients. Et donc c'est extrêmement important de prendre en compte vraiment la manière dont le client s'investit dans le lien qu'il crée avec l'entreprise pour pouvoir faire les bons choix. Karine? Alors oui, demain j'interviens sur le métaverse et l'immobilier. Donc c'est un sujet que j'ai pris à bras le corps. On va créer de nouvelles expériences, ça va être un lab d'innovation parce que nos clients vont être co-constructeurs de demain des produits et des services que nous allons proposer. Vous allez venir en parler à l'FRC. On avait fait venir Ariani la semaine dernière à notre Assemblée Générale, c'était passionnant. Même chose, est-ce que l'entreprise est ouverte vers l'extérieur? Oui, tout à fait. L'idée également est de solliciter nos membres sur justement les nouvelles offres et les nouveaux produits. Donc évidemment qu'on est ouvert et nos membres sont toujours les bienvenus chez nous. Ils appellent les membres. Merci à tous, on a tenu nos délais, on vous applaudit très fort. Merci toutes les trois. À bientôt à la FRC dans nos ateliers et candidatez au PAL de la relation client. Merci pour l'organisation, très bon salon, à bientôt.